va aborder le TPE et son arrivée, enfin peut-être prochaine en ville, en tout cas on l'espère. Donc pour commencer, avant d'aborder le sujet du TPE, un petit détour. Rappelez qu'en 2021, les prescripteurs et les prescriptrices de ville ont été autorisés à initier la PrEP auprès des personnes qui venaient les consulter à ce sujet. Mais le TPE n'a pas encore eu le droit à ce type d'évolution, alors que ça fait des années en fait que des difficultés d'accès sont recensées et renseignées. Déjà en 2016, l'étude Calipep faisait état de plusieurs freins d'accès. Le dernier rapport d'experts, enfin je parle de celui de 2017, hein, et la nouvelle feuille de route de la stratégie sexuelle émettent des recommandations pour en déployer l'accès. Donc en fait, quels sont les blocages et en quoi les données de la recherche pourraient constituer des leviers pour lever les blocages dans l'accès au TPE. C'est un peu la problématique de notre table ronde. Tous les acteurs et toutes les actrices autour de la table participent à la mise en place et à l'évolution du cadre d'accès au TPE. Et je vais laisser Marc-Antoine les présenter. Alors du coup, pour commencer cette avant-dernière table ronde, je vais vous présenter nos intervenants et intervenantes. Donc pour commencer, Adrien Esclade, vous travaillez au ministère de la Santé et de la Prévention en tant qu'adjoint chef de bureau au sein du bureau de la santé sexuelle et de la tuberculose à la DGS. Après avoir étudié à l'Institut régional d'administration de Bastia en 2018, vous êtes en 2019 attaché à la direction générale de l'offre de soins et vous êtes chargé du financement et de la santé sexuelle. Vous intégrez ensuite la DGS en 2020 et participez avec votre équipe et son chef de bureau, le docteur Olivier Chemama, à la co-construction de la feuille de route santé sexuelle 2021-2024. Vous en assurez à ce titre le suivi de sa bonne mise en œuvre. Vos deux thèmes de prédilection depuis votre arrivée au ministère, répondre aux besoins de la santé des populations sans jugement et sans discrimination et faire que la santé sexuelle positive soit une idée concrète et tangible pour toutes et tous. Paul-Emmanuel Devez, tu es écoutant pour SIDA Info Service depuis 5 ans. SIDA Info Service regroupe notamment les dispositifs de prévention et d'aide à distance en santé. Donc SIDA Info Service, Hépatite Info Service et Sexualité Info Santé. Tu représentes 6 associations au sein du collectif TRT5-CHV depuis 3 ans. Tu milites également pour l'association Aide à Grenoble que tu représentes au bureau du Corévi Arcalpin. Nous avons également Julie Sarrazin qui est la co-directrice de l'association Grise et les 10, association de santé communautaire de travailleurs et travailleuses du sexe, et également June Charlot, responsable de projet pour Grise et les 10. Bruno Spire, directeur de recherche à l'INSERM. Tu diriges une équipe de recherche communautaire au CESTIM à Marseille, centrée sur la santé publique autour du VIH, des hépatites et de la réduction des risques, où les projets de recherche sont co-construits et co-conduits avec les associations. Tu es président d'honneur de l'association Aide et membre qualifié de Coalition Plus. Et enfin, Olivier Pollard, vous êtes médecin spécialiste en maladies infectieuses au CHU de Grenoble, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'Université Grenoble-Alpes et président du Corévi Arcalpin. En introduction, on revenait un peu sur les difficultés d'accès au TPE. La première question qu'on avait, qui s'adresse peut-être plus aux associations, et tout le monde est libre d'y répondre, quels sont les besoins qui sont constatés sur le terrain de la part des usagers et usagères potentiels du TPE et quelles sont les réponses données par les associations ? Ouais, c'est bon. Du coup, alors c'est quand même impressionnant, même si c'est en fin de journée. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'écouter en fait une ou deux personnes à distance et dans l'ombre. Du coup, je vais me prêter à l'exercice. Juste pour vous représenter l'activité de SIDA Info Service et le TPE. Ça représente, par exemple, en 2022, on a reçu 80 000 sollicitations sur le dispositif SIDA Info Service, qui ont été traitées par 36 écoutantes et écoutants. En général, on est en moyenne 5 en poste. Je peux avoir une idée. Le premier sujet de questionnement, c'est une exposition sexuelle
au VIH. Quand le délai de cette exposition est énoncé, c'est à 40% de ces appels, ça fait moins de 48 heures en fait qui nous appellent. Donc c'est vraiment sur le moment. Ces personnes-là, pour 80%, elles envisagent déjà de prendre un traitement post-exposition. Pour d'autres, 13%, elles sont en fait déjà sous traitement post-exposition. Il y en a 7% qui ne veulent pas de traitement post-exposition. Ça représente quand même une activité de notre quotidien, en tout cas, de gérer ces appels et ces demandes. SIDA Info Service aussi, on a un outil d'annuaire avec une vision nationale en fait de la disponibilité du traitement post-exposition sur le territoire, et on voit que c'est très différent d'un département à l'autre. Dans certains départements, il y a un seul point sur tout le département où on peut accéder au traitement, donc c'est un peu limité. Pour d'autres, où le traitement peut être accessible dans le même centre hospitalier, aux urgences, au service de maladies infectieuses ou en centre de dépistage Cégide, on voit que l'organisation dépend aussi du centre hospitalier. Pour certains centres, il faudra forcément passer par un premier accueil aux urgences. Pour d'autres, selon l'ouverture des autres services, on peut accéder directement en Cégide ou en service de maladies infectieuses. Donc nous aussi, on compose avec ça quand on a un appel. On est confronté aussi directement à la réalité de la personne. On sait que ça va être plus ou moins simple, en tout cas, ou elle aura plus ou moins d'intermédiaires pour accéder au traitement post-exposition. Pour terminer un peu avec les constats de SIDA Info Service, on a aussi des retours qu'on peut faire remonter. On a une personne la personne qui met à jour cet annuaire, elle est en lien privilégié avec les services. Du coup, elle se permet de faire remonter via l'éco-révis souvent quand il y a des situations assez problématiques, parce qu'on voit des choses, c'est peut-être à la marge, mais c'est quand même assez problématique. Par exemple, des prescriptions d'antirétroviraux qui ne sont pas conformes aux recommandations en vigueur, ou alors des services qui sont censés le délivrer, mais qui disent qu'elles n'ont pas le TPE ou qu'elles n'ont pas le personnel pour délivrer le TPE à ce moment-là. Donc ça, on peut le faire remonter. Et juste, oui, pour resituer un peu la population qui nous appelle à SIDA Info Service, c'est moyenne d'âge 32 ans et à 80% des hommes, et 20% de personnes qui se définissent comme femmes, et on a moins d'1% de personnes qui se définissent comme une personne trans. Donc ça, ce constat, on le partage avec les autres associations du collectif TRT5 CHV. Christophe l'a rappelé, dès les recommandations d'experts de 2017, c'est recommandé d'ouvrir en tout cas l'accès au TPE en dehors des hôpitaux, en dehors des services d'urgence et des services qui le donnent actuellement. Mais en 2020, il n'y avait pas d'autre option en tout cas. On constatait aussi qu'il y avait peu de données, et quand on discute avec les partenaires, les instances, etc., on a besoin justement de données, sauf que même pour le TPE, je ne sais pas si vous le savez, moi je ne sais pas combien de TPE sont délivrés par an, quoi bien qu'on dit, donc impossible de savoir le non-recours au TPE, les problématiques. Donc, dans ce contexte-là, avec le collectif, on voulait objectiver un petit peu des situations de refus ou de renoncement. Alors on a écarté tout ce qui était de l'ordre de l'indication médicale. On cherchait les refus, donc les personnes qui n'ont pas pu accéder du tout à une consultation ou au traitement post-exposition, ou les renoncements, les personnes qui sont découragées en cours de parcours. Donc on a mené un petit recueil de témoignages durant l'été 2021, de juin à octobre. Donc par nos réseaux sociaux, les associations se sont fait le relais, donc on a pu recueillir comme ça 15 témoignages de personnes peut-être un peu ciblées, mais c'était quand même ça qui était intéressant aussi. Il y a eu 9 répondants qui se définissaient comme hommes, 5 répondantes qui se définissaient comme femmes, et une personne qui ne se définissait pas selon son genre. Mais par contre, tout appartenait au public clé qu'on a pu évoquer déjà en début de journée. Donc des hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, des travailleuses du sexe, des personnes migrantes et aussi des personnes non francophones. Ce que ça a pu mettre en évidence, c'est que ça touchait tous les territoires. Par exemple, dans ces 15 témoignages, il n'y en a aucun qui venait de l'agglomération d'Île-de-France, par exemple, mais dans tous les autres territoires, il y avait des choses. Les obstacles, ils sont bien connus, on les connaît tous de toute façon, que ce soit le délai d'attente, l'éloignement, le service qui n'est pas disponible au bon moment. Mais ce qui nous a peut-être surpris, c'est que souvent, dans un parcours, tous ces obstacles se cumulent. On peut passer d'orientation en orientation, en orientation, en orientation, en orientation. On peut enchaîner une mauvaise orientation, une non-connaissance du TPE, avec une délivrance d'un kit de démarrage qui ne suffit pas pour aller jusqu'à une consultation avec un médecin infectiologue. Et aussi
On parle souvent, à Acide Info Service, on est plus confronté à peut-être une méconnaissance parfois des personnes qui nous appellent de l'existence du traitement post-exposition. Mais dans ce recueil de témoignages, on s'est aussi rendu compte que les personnes qui sont en première ligne peut-être des services d'urgence ou même de centres de dépistage ou de services de maladies infectieuses, le premier rempart ne connaît pas l'existence du TPE, ou alors confond le demande de TPE pour une demande de dépistage ou une demande de consultation PrEP. Ce matériel-là, en tout cas, au collectif, ça nous a permis de l'exposer, de remettre le sujet un petit peu sur la table, de le présenter à la SFLS avec un poster, la Société française de lutte contre le sida, et aussi de pouvoir en parler du coup avec les autres partenaires. Du coup, je vais présenter rapidement l'association. Donc nous, on est l'association Griselidis. On est une association de santé communautaire pour les travailleurs et travailleuses du sexe. On est situé à Toulouse et on existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc très rapidement dans nos actions et sur les publics qu'on touche, donc on a un local où on accueille les personnes avec et sans rendez-vous, mais on fait aussi des maraudes de rue dans les rues de Toulouse, mais aussi dans toute la région Occitanie, de jour comme de nuit, et on fait des maraudes virtuelles dans toute la France métropolitaine. Donc lors des maraudes virtuelles, on propose évidemment des entretiens, mais aussi l'envoi de matériel de réduction des risques. Et dans les personnes qu'on touche, je dirais que la très grande majorité des personnes qu'on touche sont des femmes cisgenres étrangères, mais on touche aussi des personnes LGBT, françaises et étrangères, et on touche des personnes qui sont quand même assez précaires et très éloignées du soin. Concernant le TPE, donc le TPE c'est quand même une stratégie de prévention qui est quand même assez adaptée et pour les travailleuses du sexe qui utilisent régulièrement le préservatif. Enfin, en fait c'est une stratégie de prévention qui est adaptée, plus adaptée que la PrEP par exemple, parce que en fait quand on parle de la PrEP souvent aux travailleuses du sexe, souvent pour elles comme c'est dans le cadre professionnel et que c'est pas dans un cadre de sexualité privée, en fait pour elles la PrEP elles trouvent pas ça intéressant parce que pour elles leur intérêt c'est d'imposer le préservatif aux clients d'une part, elles veulent pas prendre de médicaments en général dans le cadre de leur travail après il y a d'autres freins à l'accès à la PrEP comme pour certaines quand même pas mal l'absence de couverture maladie. Et aussi, pour beaucoup qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, la question de l'observance est quand même plus compliquée. Donc le TPE, c'est vraiment une stratégie de prévention adaptée, mais en tout cas, on a pu remarquer qu'il y avait quand même pas mal de freins et d'obstacles à l'accès au TPE, et c'est pourquoi on a, avec le Corévi Occitanie et d'autres associations Occitanie, on a mené une recherche sur les freins à l'accès au TPE, dont on va parler un peu après. Nous, on nous rapporte beaucoup d'échecs dans l'accès au TPE des personnes, et pour nous à l'association Griselidis c'est une situation d'urgence, c'est-à-dire que quand une personne veut accéder au TPE, nous on arrête ce qu'on est en train de faire, on arrête notre maraude, on arrête tout et on accompagne la personne. C'est un accompagnement d'urgence parce qu'on sait que les personnes ont vraiment du mal à accéder au TPE. Du coup, déjà dans les freins, on peut voir que parfois il y a des professionnels de santé qui sont mal formés au TPE et au public cible, on a vu plusieurs refus de délivrer des TPE à des femmes cis ou à des personnes queer qui n'étaient pas HSH. Notamment aux femmes cisgenres, quand elles sont travailleuses du sexe, pour avoir le TPE, il faut qu'elles précisent qu'elles sont travailleuses du sexe. Donc vu le stigmate lié à l'activité, vous comprendrez bien que c'est compliqué pour des personnes de le dire aux urgences, quand elles vont accéder au TPE.
il y a eu aussi des problèmes d'accès pour des personnes sans couverture maladie. C'est-à-dire que nous, on a vu des personnes qui nous montraient des factures de 400, enfin de plusieurs centaines d'euros parce qu'elles avaient pris un TPE et que voilà, dans les publics avec lesquels on est en lien, il y a aussi beaucoup de personnes, j'ai oublié de le préciser, qui sont en tour parce que vu la précarisation de l'activité du travail du sexe, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui vont de ville en ville, qui restent un mois dans une ville, puis un mois dans une autre, etc. Et pas forcément dans des grandes villes. Donc ça peut être des endroits semi-ruraux ou ruraux où les personnes vont rester 2 semaines, un mois. Et donc elles vont aller dans les urgences ou les CJ les plus proches qui sont dans des endroits plutôt ruraux. Voilà, et puis il y a vraiment aussi, on a pu voir des professionnels de santé mal formés, mais aussi on a pu constater quand même pas mal de discrimination, de transphobie, putophobie, queerphobie, racisme contre les gens qui n'ont pas de sécurité sociale, avec un peu l'idée de en fait, de les faire payer, quoi. Donc nous, on a entendu on va dire des professionnels de santé qui disaient c'est sûr que il faut qu'elles enfin voilà, c'est une manière de les motiver à faire leur papier de sécu, etc. Mais on a beau expliquer aux gens que pour des personnes qui sont en tournée, qui restent un mois dans une ville, puis un mois dans une autre, puis un mois dans une autre, c'est vraiment très difficile d'avoir une couverture sociale à jour tout le temps. Donc voilà. Ouais, je ne sais pas si je donne quelques données de l'enquête ou si j'attends peut-être le point sur l'enquête, mais qu'on a fait en Occitanie. Attends. Bon. En tout cas, voilà, c'est vrai que, comme disait June, en 2022, on allait voir notre Corévi dont on est membre et on a fait remonter ces problématiques de frein. Donc tu l'as dit également, des gros problèmes aussi liés à l'organisation des soins. Il faut à peu près une demi-journée pour les personnes pour accéder. Il y a énormément chez nous, dans notre public, sur les travailleuses du sexe, en particulier les femmes cis migrantes, beaucoup d'échecs, beaucoup de refus. Vraiment de personnes qui vont pour rien. Ça, c'est très, très régulier. Donc l'attente, elle est longue aux urgences. Pour les travailleuses du sexe, ce qui se rajoute, tu l'as dit, c'est de dire qu'on est travailleuse du sexe, ce qui est vraiment pas simple. Les femmes cis n'étant pas identifiées, comme tu l'as dit, comme un public concerné. Souvent, quand ça leur arrive et que c'est pendant le travail, du coup, elles doivent aller attendre 4 heures aux urgences en tenue de travail, ce qui n'est pas rien. Et puis, il faut interrompre le travail, et ça, c'est un des gros freins qu'a fait remonter dans l'enquête. C'est compliqué de prendre la décision d'interrompre sa nuit de travail ou sa journée de travail. Donc voilà, en 2022, on a donc mené une enquête au niveau de l'Occitanie avec Médecins du Monde, Aide Montpellier, Arap Ruby, Griselidis et les médecins du Corévi. On a fait passer des questionnaires à 114 TDS d'Occitanie. Et donc les données sont assez intéressantes sur le fait qu'on se rend compte qu'en fait que les publics qui prennent le plus de risques, en l'occurrence que là les remontées, c'est clairement les femmes cis étrangères allophones qui disent avoir pris le plus de risques dans les 4 dernières semaines, et c'est en parallèle le public qui connaît le moins l'existence du TPE. Donc du coup, ça nous montre bien l'importance d'informer sur le TPE, ce qu'on fait nous déjà et ce que font beaucoup d'associations, mais ça ne suffit pas, et de faire tomber les autres freins qui sont, comme elles le disent, à 83% le temps d'attente aux urgences, à 59% le besoin d'arrêter de travail, à 52% elles disent qu'elles ont des difficultés pour se rendre sur le lieu de consultation, 52% elles ont peur d'y aller pour rien, 41% elles ont peur de la stigmatisation et du regard. Et ce qui nous intéresse particulièrement, 88% des personnes interrogées déclarent être favorables au recours au TPE s'il était délivré par leur association de leur ville ou en tout cas à proximité. Donc voilà pour ce qui est de la petite enquête, assez grosse enquête qu'on a menée en 2022. Et donc c'est vrai que nous, à Griselidis, juste pour terminer, le TPE, c'est vraiment la deuxième stratégie de prévention dont on fait le plus la promotion après le préservatif. C'est vraiment, on y travaille beaucoup, on fait des stories, des vidéos, des tournées à thème sur cette question-là, et malgré tout, l'information, elle est difficile à être intégrée, à être vraiment bien comprise par les personnes.
Donc on perd beaucoup de temps, on interrompt des tournées, on interrompt des accueils pour accompagner physiquement des personnes TPE pour qu'ils aient accès. Et donc on espère bientôt pouvoir avoir accès à des starter kits dans nos associations. Je sais pas, sur ces freins, est-ce que les autres intervenants, avec vos différentes spécialités, veulent intervenir? Oui, parce qu'en fait, tout ce qui a été raconté là m'évoque terriblement ce qui s'est passé au cours des dernières années sur d'autres avancées. C'est-à-dire que là, vous avez plein d'arguments pour dire qu'il faut diversifier les modes d'administration du TPE, et pourtant les pouvoirs publics, c'est difficile de vous faire bouger. Donc ça, on le sait, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'il y a quelques années, on faisait, comme disait Fabrice à l'époque, quelques moments d'émotion en se roulant par terre devant ce ministère, et ça fonctionnait assez bien. Mais ça marchait à l'époque où le VIH était beaucoup plus médiatique que maintenant, et il y avait une pression politique. Et ça fait déjà une quinzaine d'années que ça ne marche plus comme ça, et qu'il faut des données et qu'il faut des preuves. Même s'il y a tout un faisceau d'arguments tout à fait entendable. Et quand on a voulu, moi je me souviens, quand on a voulu démédicaliser le dépistage et faire que les associations puissent faire des TROD, quel scandale, mais c'était inadmissible d'imaginer que nous, les gueux, non-médecins, on allait être obligés de pouvoir faire dépister, annoncer des séropositivités. Ce n'était pas possible. Donc, comme on a fait, malgré tous les arguments qu'on avait, et on en avait plein également, eh bien, on a fait un projet de recherche avec des équipes de chercheurs, partenaires de recherche communautaire, en associant à toutes les étapes du processus les chercheurs et les militants associatifs, et on a pu démontrer que c'était tout à fait sécure de faire du dépistage et qu'on pouvait rendre un résultat de dépistage exactement comme un médecin qui n'avait aucun problème. Et avec toutes ces données, on a dû encore un peu se battre, mais heureusement la ministre de la Santé nous suivait quand même sur ce dossier, et on a pu obtenir de haute lutte avec les données et avec l'article publié, on a pu obtenir qu'on ait un arrêté qui autorise le TROD. Eh bien, c'est exactement ce type de stratégie qu'on essaye de faire pour le TPE, avec des données. Et là, vous ne pourrez plus rien dire en disant non, on n'a pas de preuves. Donc, on va le faire et tout le monde va jouer le jeu. Il y a un projet qui a été accepté du premier coup à la NRS, où il y a un financement pour cette recherche. Et c'est Olivier qui va pouvoir vous en parler, puisque c'est lui l'investigateur principal de ce projet et qui croit aussi et qui travaille avec les associations pour mener ce projet. Merci. Oui, pour parler du projet, vous avez compris, le but c'est de montrer que des non-soignants, c'est-à-dire c'est même pas dire on va déléguer par exemple à des infirmiers et infirmières, c'est de montrer que des non-soignants sont complètement en position, s'ils sont membres d'une association proche d'un public cible et par ailleurs qui sont formés, sont en position d'évaluer un risque viral et de donner un starter kit. Et effectivement, il y a des arguments, il y a énormément d'arguments qui remontent de plein de terrains différents, et puis tout ce qu'on a dit, la difficulté d'accès géographique, le fait que se rendre dans une structure médicale à 2h du matin pour parler de sexualité ou pour parler de travail du sexe, c'est horrible. Et à côté de ça, on a un traitement qui est hyper simple. Il n'y a pas de contre-indication à prendre 5 jours de starter kit. Ça n'existe pas. Les TPE qu'on a mis en place, enfin les TPE qui ont été choisis, sont des TPE le plus simple du monde. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse. La seule chose, c'est que si on est sous antiacide, il ne faut pas le prendre en même temps. Donc il y a 0 frein médical à délivrer un TPE. Et comme par ailleurs, c'est compliqué de le faire dans des structures actuellement, c'est GID, infectiologie ou bien l'annuler les urgences. Ce sera très très bien quand la médecine de ville pourra le prescrire, mais je ne suis pas sûr que ça permette non plus de tout couvrir. Et donc ce qui serait le plus simple, ce serait de dire, étant donné que c'est un traitement très simple, qu'on maîtrise très bien, qu'il n'y a aucun effet indésirable, qu'il y a des associations qui ont fait leurs preuves, on les forme et elles sont agents de délivrance du TPE. Et en plus, elles vont beaucoup mieux expliquer à quoi ça sert, elles vont beaucoup mieux expliquer
Où est-ce qu'il faut aller dans les 5 jours et comment va se passer le suivi une fois lorsque le suivi médical va être initié et à quoi il va servir. Et on va éventuellement vous parler de vaccins et on va éventuellement vous parler de PrEP. Et tout ça fera que ce lien dans le TPE, parce que c'est souvent un problème aussi, on donne le starter kit et puis derrière, les gens, pour plein de raisons, ont une appréhension à aller à l'hôpital ou au Cégide et on perd un peu des chances comme ça. Alors, pour être tout à fait franc, cette étude, je suis désespéré qu'il faille la réaliser. Je suis content que le projet, qu'on ait eu ce financement, mais je suis atterré qu'il faille aller jusqu'à la réalisation d'une étude avec pas la lourdeur, mais en tout cas l'envergure que ça a, pour montrer que ce n'est pas dangereux que quelqu'un de formé donne 5 comprimés d'Eviplera, ou plus tard, si c'est le Delstrigo. Alors, je dis ça, et en même temps, ça permettra d'avoir un objet plus solide pour du plaidoyer, de faire avancer encore un petit peu plus cette démédicalisation qui est indispensable. Je ne sais pas si dans son sillage, ça entraînera d'autres démédicalisations, la PrEP peut-être. Actuellement, tout le monde est en train de faire de la délégation de tâches ou du protocole de coopération pour transférer le système de suivi de PrEP du médecin aux infirmiers et infirmières. Est-ce qu'on pourrait aller encore un peu plus loin et que des personnes non soignées puissent tout à fait délivrer, pourquoi pas, les 4 comprimés de PrEP sur certains lieux? Alors, effectivement, en expliquant aux gens à quoi ça sert. Mais parfois, les gens nous disent quand même, mais ça un peu provoque, les antirétroviraux, un des médicaments les plus fantasmatiques du monde, la trithérapie, que tout le monde envisage encore avec énormément d'effets indésirables, alors que c'est beaucoup moins le cas. Vous voulez la faire donner par des non-soignants. Et il nous semble que oui, il y a tellement d'arguments que c'est un peu étrange qu'il faille aller jusqu'à faire une étude. Mais on va la faire. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très français, parce que ce verrou de l'antirétroviral donné par des non-soignants, il y a des endroits où il y a des centres où les préppeurs sont suivis, par exemple, par des infirmiers et infirmières, mais pas encore par des non-soignants. Et de la même manière que les associations ont montré leur rôle central dans la prévention, dans le diagnostic, dans l'accompagnement aux soins, dans la déstigmatisation des populations cibles ou des PPV ou des PVIH, je pense que cette corde-là supplémentaire à leur arc, elle est indispensable. Allez, à mon tour. C'est l'État qui parle, c'est ça. Les grouillots de la République, si vous voulez. Non, bon, il y a eu beaucoup de choses, donc je vais essayer de répondre point par point à tout ce que vous avez dit, en tout cas d'apporter des éléments de réponse, parce que je n'ai pas de réponse claire, mais en tout cas, si ce n'est qu'on vous rejoint évidemment sur, d'une part, le constat de ce qu'on peut appeler en effet démédicaliser la santé sexuelle de manière générale, et donc l'accès à la prévention combinée, que ce soit la PrEP quand on a permis la prescription de la PrEP, ou le TPE dans son élargissement à son accès au-delà des services d'urgence. Ça, c'est une évidence, et je pense que la feuille de route qui a été portée et qui continue d'être portée, elle a ça dans ses principes de base, c'est-à-dire que quand il y a eu la suppression de l'ordonnance pour le dépistage du VIH et bientôt des IST, et donc le passage obligatoire par un médecin pour avoir l'autonomie de se dire que je vais aller me faire dépister. Même chose pour la contraception d'urgence. Voilà, il y a des éléments forts pour lesquels nous, DGS, en tout cas, on est intimement convaincus de la pertinence, et évidemment le rôle des associations, bien sûr, d'une part par les liens qu'on a, et ensuite, comme vous l'avez dit sur le TROD, sur le fait que ce soit quelque chose sur lequel on est fondamentalement aligné. Donc ça, c'est des éléments de fond, en tout cas, qu'on partage sans aucun problème. D'ailleurs, c'est pour ça que le TPE fait partie des éléments phares en fait, de la feuille de route. Je retiens finalement 2 points que je partage avec vous dans ce que vous dites. D'une part, la connaissance, donc l'information de la méthode, enfin, du TPE en tant que tel. Donc sur le travail gigantesque que vous faites, vous, auprès de vos populations cibles, et la communication grand public, en fait, que nous, on se doit de porter. Donc ça, c'est un élément qui est en effet déterminant, et qui du coup on va apporter, enfin concrètement parlant, parce qu'il y a eu des décalages malgré quelques soubresauts épidémiques,
ce 1er décembre avec la campagne de prévention combinée de Santé publique France. Alors, ce n'est pas une campagne qui va résoudre toute l'information, j'en ai bien conscience, et ce n'est pas ça qui va donner toutes les clés. Mais elle est importante de pouvoir dire que Santé publique France s'engage dans une campagne de tous les moyens de prévention de la PrEP, en ciblant notamment des populations dans ces spots, mais vous le verrez le 1er décembre, qui n'ont pas l'habitude d'être normalement ciblées dans la PrEP, et en reparlant du dépistage, des préservatifs, du TPE. Donc c'est un élément qui ne sera pas unique, dans lequel il va falloir continuer, avancer, poursuivre, mais il en est un, il était important. Alors elle aurait dû avoir lieu l'année dernière, avec toutes les épidémies et les choses qu'on a eues, elle a eu un an de retard, mais elle sera là le 1er décembre. Donc ça c'est quelque chose d'important et sur quelque chose sur lequel on continue de travailler, et la semaine de la santé sexuelle est un autre moment pour lequel d'en parler, et vous faites ce travail plus proche et avec vos termes à vous qui correspondent beaucoup mieux aussi aux besoins des populations pour apporter cette connaissance. Mais ça on le partage. Après, il y a la question plus pure et dure de l'accessibilité en tant que telle. Donc celle-là, elle est, donc je l'ai dit, inscrite telle qu'elle, parce que c'est une action à part entière. Donc je pense que ça montre le fait que le ministère avait bien compris que c'était une évidence, et qu'au-delà même du besoin d'études pour prouver la pertinence, pardon, pas la pertinence, le non-risque de transmission d'un starter kit par des actions communautaires que vous allez faire du coup, l'ADGS et le ministère en tout cas étaient profondément convaincu qu'il fallait élargir, que c'était plus possible en 2023, en 2022, en 2021, d'attendre 7-8 heures aux urgences, d'être en plus discriminé parce qu'on est travailleur ou travailleuse du sexe, pour toutes les autres raisons qu'on peut connaître. Et ça, c'était sûr et certain. Moi, ça va être maintenant mon rôle de remettre un peu en exergue un peu tous les obstacles en fait, qui font que pourquoi, entre le moment où on a écrit cette feuille de route 2021 et ce jour auquel on est, ça n'a pas avancé. Il y en a plusieurs, certains que vous connaissez bien évidemment. Le premier, et vous êtes toutes et tous des experts du TPE, c'est qu'il n'y a pas un TPE, il y en a de multiples TPE, il y a presque autant de Cégides que de TPE en France, parfois même plusieurs TPE par Cégide sur ce qu'on a en tout cas sur le territoire. Et que lorsqu'on a, dès la publication de la feuille de route en interne, commencé à discuter de comment on pouvait faire ça avec nos sous-directions du médicament au sein du ministère, et ensuite l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, pour voir comment ça fonctionnait, il y a eu un petit blocage système sur l'idée de le TPE, son AMM ne permet pas en tant que tel d'être sorti des établissements de santé. Et donc si on veut en sortir, ça veut dire passer par un cadre de prescription compassionnelle, pardon pour les termes un peu galvaudés de l'administration, mais qui nous permettrait de pouvoir organiser l'utilisation des molécules en dehors de leurs indications telles qu'elles sont prévues dans les AMM. Bon, et là, on a eu un petit blocage en disant c'est pas possible de le faire pour, j'exagère sur les chiffres, je n'ai pas le chiffre, sur 150 molécules, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est très bien, le rapport d'experts VIH, IST et hépatite travaille justement sur ces recommandations à pouvoir développer un ou deux, alors je n'ai pas la lecture du rapport d'experts qui sortira normalement cet automne, un ou deux, ce que je vais utiliser comme terme de cocktail, de TPE nous permettant de pouvoir dire on a ce que vous expliquez justement en tout cas dans l'étude dont j'en ai compris que vous allez mener, une molécule qu'on considère sans risque qui va pouvoir être utilisée sans... Pardon, un cocktail. En fait, juste pour revenir là-dessus, 95% des TPE en France, c'est le même. C'est Lévipléra, une trithérapie, tenofovir, emtricitabine, rilpivirine, qui a été choisie effectivement parce qu'étant efficace, mais par ailleurs sans aucun effet indésirable grave, sans contre-indication et quasiment sans interaction médicamenteuse. Donc, même s'il y a des gens un peu créatifs qui font des fois des TPE un peu différents, la plupart du temps, c'est très homogène. Et là, les recommandations du CNS vont probablement peut-être verrouiller encore un petit peu plus ça, mais l'hétérogénéité n'est plus la même peut-être que celle, même il y a 15 ans d'ailleurs, c'était relativement homogène encore, mais c'était pour un point. Tout à fait. Mais donc, du coup, en effet, le rapport d'experts va permettre de, en tout cas, nous donner le cadre réglementaire scientifique. Car, en effet, le ministère et la DGS, malheureusement ou heureusement, ce n'était pas à moi de me positionner sur est-ce qu'on doit scientifiquement avoir de données pour pouvoir avancer. En tout cas, on a besoin de ces données-là, en tout cas de ce cadre réglementaire pour le faire. Et de là, nous permettra en effet d'imaginer la sortie du TPE des urgences. Pardon, je parle Ensuite, les étapes, parce que du coup je déroule comment ça se passe.
Donc, on s'est mis d'accord. On va travailler avec nos collègues du Bureau du médicament et l'ANSM pour créer le cadre de prescription compassionnelle. Donc, il y a toute une période de négociation que l'ANSM engage directement avec le laboratoire pour pouvoir savoir comment elle va organiser ce cadre de prescription compassionnelle. Une fois qu'on a fait ça, il faut ensuite qu'on définisse le parcours, parce que vous l'avez dit, il y a en effet beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire quand une personne peut venir. Il y a la question de l'urgence, la question de la localisation géographique, de la capacité d'avoir les médicaments à disposition. Et tel qu'il est en effet écrit dans la feuille de route, en effet, on est plutôt d'abord, nous, sur une étape de, comme d'habitude, vous le savez, d'abord médecine de ville, ce qu'on va appeler, et dans un second temps de pharmacie. Pourquoi ? Parce que c'est sur quoi on sait qu'on a l'habitude de s'appuyer. C'est-à-dire que c'est les acteurs qui sont en capacité de faire le diagnostic, dont on sait que... Après, on n'est pas complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, actuellement, avoir un rendez-vous chez un médecin traitant en moins de 48 heures, ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, si ce n'est même pour personne. Mais bon, dans l'idée, pourquoi je vous définis tout ce cadre-là ? C'est-à-dire que si le cas échéant, en effet, l'étude que vous seriez en train de faire venait démontrer de manière scientifique et raisonnée un parcours très structuré, très organisé et très sécurisé en termes de délivrance par des associatifs communautaires formés pour délivrer un starter kit, on aurait été capable de mettre en place, via le cadre de prescription compassionnelle, la possibilité de sortir de l'autorisation de mise sur le marché du médicament pour permettre à une partie donc, des professionnels de santé et ou autres à l'avenir de délivrer ce starter kit. Mais il y a encore tout un travail à organiser, c'est-à-dire que généralement, quand même, quand il y a un traitement post-exposition, il y a une biologie qui se suit, plutôt avant, possiblement après, mais plutôt avant quand même, où c'est quand même meilleur. Donc du coup, si on le sort dans ce cadre-là, il faut prévoir par quel système vous imaginez prescrire, délivrer, permettre toute cette biologie sans que cette personne n'ait vu de professionnel de santé. Je sais que c'est pour vous des choses qui vous paraissent, et je l'entends, très peut-être techniques, ou voire même bureaucratiques, mais qui s'inscrit en fait dans le parcours de soins entre guillemets classique du système de santé français, auquel ça ne veut pas dire que le parcours est organisé, qu'on ne peut pas imaginer des formes de dérogation. Finalement, les protocoles de coopération entre IDE, notamment dans les CJ de santé sexuelle, en a un exemple. Enfin, c'est pas la question. Mais c'est juste que ça implique de trouver des manières de pouvoir imaginer comment on va délivrer ça. Même chose sur le monopole de délivrance des médicaments des pharmaciens, c'est-à-dire qu'il faut la loi, elle est écrite telle qu'elle. Donc si vous voulez imaginer autre chose, c'est pas qu'on est contre, c'est que du coup, il va falloir penser, réglementairement parlant, comment faire évoluer les choses. J'aime bien utiliser l'exemple des autotests qui est très parlant, c'est-à-dire que les autotests, on est convaincu, c'est inscrit dans la feuille de route qu'on voudrait élargir les capacités de délivrance des autotests par d'autres associations que celles qui sont habilitées pour le TROD. Sauf que c'est un article en L, depuis 2017, il n'y a plus eu un seul projet de loi santé qui a permis de porter une modification d'article. Toutes nos modifications proposées par la Direction générale de la santé ont été retoquées par le Conseil constitutionnel ou retoquées par les cabinets parce que, du coup, en dehors du champ de la loi. Donc il y a la volonté de ce qu'on inscrit et alors le portage politique qui est ensuite pour pouvoir mettre en œuvre les... Non, mais du coup, je pourrais... On se laissera quand même 10 minutes d'échange avec la salle. Je vous laisse... Non, juste très vite, pardon, je voulais dire que sur le suivi des personnes après avoir donné un starter kit, justement en tant qu'association de terrain, association communautaire, où justement, contrairement à des services hospitaliers énormes des grandes villes, etc., on fait du suivi individualisé, suivi social, suivi à l'observance des traitements et suivi en santé globale des personnes, avec des médiateuristes en santé, avec des idées, avec des travailleurs sociaux. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand même, justement, on accompagne, et c'est sûr qu'un starter kit derrière, il y aura accompagnement au labo, accompagnement à l'hôpital. Et en fait, on le fait déjà et on y passe des heures carrées parce que ça bloque à l'hôpital. Non, mais je suis persuadé. C'est vrai que, juste pour ouvrir justement un peu, pour montrer qu'on est intimement convaincu d'une part de la place des associations dans ce rôle-là et dans cet accès à la santé, à la prévention, quel qu'il soit. Je pense que les centres de santé sexuelle d'approche communautaire qu'on a très lourdement soutenu à la DGS et qui est en phase normalement de pérennisation et de généralisation, c'est un projet qui montre l'importance fondamentale du rôle des associations communautaires, qui sacralise institutionnellement parlant le rôle des associations communautaires dans lequel on est intimement convaincu. Donc voilà, on est aligné sur l'ambition partagée. Après, dans les moyens de la mise en œuvre, j'entends que l'administration est lente et qu'elle prend le temps, mais l'ambition est là en tout cas. Après, effectivement, Adrien, il y a les CSA qui... On est heureux d'entendre de ta bouche qu'effectivement,
on va vers ce type de modèle. Mais après, ce qui est dit là aussi, c'est qu'avec le passage dans la prévention biomédicale, en fait, nous sommes de fait, les associations de terrain, devenues des acteurs du soin, des acteurs de premier recours. Nous le sommes en fait déjà, au même titre, parce que là tu évoques le travail qui est engagé auprès de la médecine de ville, etc. Des acteurs de soins de premier recours, ce sont nous. C'est pas à toi que je vais apprendre ce qu'est la stratégie d'aller vers, ramener vers. Pour le coup, c'est plus... tant que la place des assos, c'était atteindre les publics pour diffuser des capotes et des brochures, mais on n'en est plus là. Voilà, elle le dit très bien, Griselidis le dit très bien. De fait, en fait, on est déjà en situation de travailler sur l'observance, sur l'accès aux soins, sur le diagnostic, etc. Et donc, c'est peut-être ça le changement de paradigme aussi qui est opéré. Nous sommes des acteurs de la santé et du soin à part entière, en fait. Et de premier recours, pour le coup. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions au niveau de la table ronde, parce que je pense qu'il y a des prises de parole depuis la salle. On a encore un peu de temps. Hein. C'est juste pour ajouter aussi quelque chose. De la part des médecins, le fait que d'autres populations accèdent à des rôles jusqu'alors dévolus aux médecins est parfois perçu comme étant une situation dégradée. Ou bien on dit, ah oui, vous transférez telle mission à tel acteur parce qu'il n'y a pas assez de médecins ou parce que les médecins sont déjà saturés par d'autres missions. Et la façon dont on a piloté, enfin dont on a mis en place cette étude, effectivement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout dans l'idée de dégrader une situation de recours au TPE et de demander à d'autres personnes que les médecins qui vont le faire moins bien, etc., pour délivrer. Non, pas du tout. C'est pas dans l'idée de donner un soin dégradé à une population périphérique à qui on dirait vous n'allez pas voir un médecin, vous allez voir un associatif. Parce que c'est des choses qu'on nous a fait un peu remonter. Mais vous trouvez qu'on n'est pas assez bien pour voir un médecin. Et bien sûr, ce ne sera pas du tout ça la pensée. Ce sera plutôt en complément avec ce que vont faire pendant le suivi les CGD, les centres d'infectiologie, que justement, c'est pas le dernier kilomètre, c'est le premier kilomètre ou les premiers 100 mètres, là où c'est en urgence, là où le temps compte, ce soit quelqu'un qui est là, qui fasse la délivrance. Et peut-être aussi, après je vous laisserai reprendre, mais peut-être aussi dire que dans les associations, il y a un lien aussi qui se construit avec les personnes. Au-delà de l'approche pair à pair, souvent c'est des personnes qu'on croise tout le temps, on s'intéresse à ce qu'elles vivent, ou alors elles nous font part aussi de ce qu'elles vivent, de leurs questionnements, etc. Donc il y a un lien qui se construit qui est assez évident. Et nous, dans l'enquête qu'on avait menée en 2021 sur les refus et renoncements, en fait, ce qui ressortait, c'est que le personnel soignant soit ne connaissait pas le TPE, puisque étant donné que c'est des étudiants en médecine, la plupart ne connaissent pas l'outil, ou alors ils le connaissent mais très mal. Ils peuvent dire que le traitement d'urgence n'est pas un traitement d'urgence. Nous, c'est les propos comme ça qu'on a entendus dans les témoignages que voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais là, il y a un gros problème. Donc s'ils trouvent que c'est leur retirer du pouvoir pour le transférer aux associations, je pense qu'en effet, c'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. C'est plus se concentrer sur ce qui est fait par les associations, les tâches qui sont les nôtres aujourd'hui pour lutter contre le sida et accompagner les personnes dans leurs soins, et consolider l'approche avec les médecins eux-mêmes. Oui, moi je voulais dire que je comprends complètement qu'il y ait des obstacles administratifs assez compliqués, qu'il faille passer par telle circulaire, changer tel ou tel circuit. J'entends tout ça. Ce que je constate, c'est que quand les politiques s'en mêlent et sont intéressés par la cause, on trouve des solutions beaucoup plus rapidement, et d'un seul coup l'administration, ça débouche les tuyaux. Et là, dans le VIH, ça fait un moment que les tuyaux sont un peu bouchés et que les politiques ne s'en mêlent plus. Donc c'est un appel à toute la salle pour dire que l'activisme, il faut continuer, il ne faut pas relâcher, parce que c'est pour ça que c'est lent. Parce qu'ils sont ailleurs, les politiques. Ils ont d'autres chats à fouetter que le VIH. Ils s'en foutent des populations clés du VIH. C'est plus leur problème. Il y a des époques où on avait le ministre de la Santé qui était dans la salle quand il y avait la journée du TRT5. Cette époque est révolue. On voit bien, on n'a même plus le directeur général de la Santé. Donc, voilà. Donc, pour vous dire, on est dans une autre époque. Donc, on n'a pas d'intérêt
haut niveau. On nous envoie, comme vous avez dit, les grouillots de la République, ce qui est très bien. Vous faites ce que vous pouvez. Mais d'un autre côté, on aimerait bien un peu plus de soutien des gens qui sont aux manettes et qui mettent les priorités. Quand c'est pas prioritaire, on envoie dans des trucs qui tournent, qui vont tournicoter pendant 2-3 ans avant d'arriver à une solution. Et en attendant, on fait avec ce qu'on peut. Mais s'il y a quelqu'un qui souffle fort dans le tuyau, on l'a vu pendant le Covid, d'un seul coup, ça a débouché plein de choses. Du coup, on va peut-être maintenant commencer les questions de la salle. Ouais, ça marche. Oui, je suis Fabrice Pilorget, je suis le directeur du plaidoyer de Aide et j'ai l'avantage d'être dans cette lutte depuis maintenant finalement assez longtemps, même très longtemps. Peut-être un peu trop d'ailleurs, je trouve, dans le sens où beaucoup des lenteurs liées à la nécessité de faire de la recherche, parce que la recherche prend du temps, beaucoup des lenteurs liées au fonctionnement et à l'organisation de l'administration, et ce n'est pas une critique de l'administration en soi, c'est une critique de ne pas arriver à aller assez vite. On fait que ça a fait prendre du retard sur la PrEP, sur le TPE, sur le dépistage communautaire, et même si effectivement à une certaine époque ça allait quand même un peu plus vite. On s'est collectivement donné, et l'État a pris un engagement avec la stratégie nationale de santé sexuelle, d'arriver à la fin de l'épidémie à VIH d'ici 2030. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de séropos, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contamination résiduelle, mais c'est quand même un objectif fort. On est en 2023, et en fait chaque mois qui passe, c'est un mois qu'on n'aura pas pour atteindre l'objectif. Et plus on se rapproche du but, plus finalement le temps, ces différents temps que je ne dis pas que c'est volontaire, je dis que c'est l'organisation qui est comme ça, coûte plus cher pour arriver à la fin de cette épidémie. Elle va coûter cher en argent, elle coûte cher dans nos vies, et elle coûte cher en termes de mobilisation. Et du coup, on a quand même vu pendant la Covid que les choses pouvaient aller très vite. On a quand même vu, même si on n'a pas arrêté de vous pousser, donc de dire qu'on n'était pas content pendant la crise monkeypox, que des choses pouvaient aller vite, que des solutions pouvaient être testées, etc., etc., etc. Et je pense que quand on fait ça, quand on vous pousse, on est dans notre rôle pour renforcer vos capacités en tant que ministère, qui n'est pas un ministère qui a le plus de pouvoir dans l'État, de pouvoir mettre en œuvre des choses. J'ai connu une époque où dans ce ministère, il y avait beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus intense, entre les acteurs associatifs que nous sommes, les producteurs de données, les producteurs de résultats de recherche que nous sommes, les producteurs d'accélération de certaines phases que nous sommes, et le bureau que vous représentez, ou que même d'autres bureaux, parce que c'est un peu partout pareil. Et c'est vraiment dommage, parce que là où on n'a pas le leadership politique, peut-être qu'on pourra en récupérer un bout. On a quand même aujourd'hui un DGS qui connaît très bien ces sujets-là et qui a démontré qu'il était à l'écoute des associations, mais je crois que c'est le cas de l'ensemble des parties prenantes, parce que sa façon de communiquer, sa façon de travailler l'incite à aller vers ou à répondre. Mais il faudrait qu'on travaille beaucoup plus sur ça. C'est-à-dire qu'il y a probablement des problèmes que vous vous posez très justement de votre point de vue. Si on les traitait ensemble, peut-être qu'on pourrait partager en tout cas des visions, ce qu'on fait déjà, comment ça se passe sur le terrain, qui permettrait probablement de résoudre ces questions que vous vous posez et qui sont... Enfin, heureusement qu'on a un ministère qui se pose toutes ces questions, parce que sinon, ça serait très inquiétant. Mais peut-être que pour trouver les résultats, si on était davantage à la table à discuter avec vous, entendons-nous, hein, être à la table, ça ne veut pas dire décider à votre place. C'est éventuellement que vous subissiez un peu de pression, mais qui est une pression, je dirais, très, très légère par rapport à d'autres pressions qu'on peut faire subir à d'autres ministères ou d'autres rapports de force qu'on peut introduire, notamment avec l'industrie. Donc vraiment, il faut un renouveau des collaborations sur l'ensemble des sujets pour aller vite, quoi, parce qu'on n'a plus le temps.
Alors ça ne sera pas 2030, mais si on pouvait éviter que ce soit 2050, ça serait pas mal, parce qu'en fait en 2050, on aura beaucoup d'autres problèmes à régler avec la crise, avec le changement climatique, et je crains qu'on ne s'occupe plus de VIH du tout. Alors, on prend... Tu voulais répondre ou est-ce que tu es prêt à prendre une somme de... peut-être d'interpellation, parce que je sens que ça va... Là, ça va être un peu... Je prends deux prises de parole. Rebonjour, je vais être rapide. Ma question s'adresse au représentant du ministère de la Santé qui est parmi nous. Alors, j'ai bien peur par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Vous avez vu l'association Glycélidis qui nous a fait part de cette grande préoccupation auprès des travailleuses du sexe. Alors, qui ont du mal à se présenter aux urgences pour des cas de stigmatisation, pour X ou X raisons. Et vous avez dit tout à l'heure que oui, vous n'êtes pas défavorable pour cette grande investigation sur l'étude, sur la délivrance de la TPE. Mais vous dites, il faut toute une biologie. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qu'on entend par toute une biologie, alors qu'on est déjà à 95% du rapport de ce plaidoyer. Moi, j'ai même entendu dire dans mon association, j'ai vu une liste du personnel, même qu'on choisissait déjà pour être formé à la délivrance de cette TPE. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour demain. C'est la question que je me pose. Nous n'en sommes pas là, alors. À quoi aurait donc servi cette investigation? Je ne suis pas sûr de bien avoir compris vos questions, mais je vais essayer d'y répondre. Et n'hésitez pas à me reprendre si jamais la réponse n'est pas claire. Alors, c'est pas que je ne suis pas défavorable, c'est que je suis extrêmement intéressé à l'idée de l'enquête et des résultats de l'enquête. C'est plutôt très positif que nuancé négatif. Donc c'est non, une vraie envie, un vrai intérêt à lire, à voir cette enquête et à lire ces résultats. Ce que j'expliquais juste, c'est que dans les process, normalement, lorsqu'on fait un traitement post-exposition, on met en œuvre une série d'examens biologiques qui a à concevoir dans le cadre du parcours à un moment T, alors dans le cadre de cette mise en œuvre du TPE. Voilà, c'est juste ce que je disais, qui est du coup dans le parcours, mais qui sera certainement étudié dans le cadre de l'étude. Donc, du coup, on lira avec attention. Et donc, pour reprendre ce que disait Fabrice, alors je n'ai pas vraiment de réponse particulière à cet appel à la collaboration qui ne serait-ce qu'une évidence. Alors, c'est sûr, hein, je vais prendre mon cas personnel, on ne vient pas du même monde générationnellement parlant, donc je ne connais pas le ministère d'avant, ni celui d'il y a 15 ans, ni comment étaient les relations, ni comment le politique le portait il y a 15 ans. Enfin, j'étais encore très jeune à l'époque, je pense. Mais je vous rejoins, c'est sûr. Quand le politique souffle, évidemment que les choses avancent vite. C'est sûr, je ne peux pas dire l'inverse. Bien sûr que le Covid a avancé de manière stratosphérique en termes d'évolution de prise en charge de vaccination, de dépistage, de gratuité, d'accessibilité, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une prise en considération qui pourrait être moins importante, pour celle du VIH que celle d'il y a 15 ans? Je ne serai pas là pour en juger, mais je ne pourrais que corroborer le fait que, évidemment, le politique, lorsqu'il porte, c'est pas qu'on trouve des solutions, on a les solutions, on a les questions, on a les solutions dans la mise en œuvre. Alors, il manque des éléments clés, le rapport d'expert en étant un pour le TPE, comme je le disais juste avant, mais pour d'autres problématiques. Mais la question n'est pas est-ce que l'administration, et je sais que vous ne nous critiquez pas assez directement parce que ce n'est pas contre nous, mais je travaille avec Olivier, avec une équipe de gens extrêmement investis et motivés qui, tous les jours, justement, trouvent des solutions et pas tout seul dans son coin. On est très en contact avec les associations de manière générale, quand même, quand on construit des petits publics, que ce soit dans le cadre du comité de pilotage ou dans les autres constructions qui puissent exister, ou des échanges bilatéraux qu'on a de manière très régulière. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'avais encore Médecins du Monde qui était en train de m'appeler pour me poser une question sur la contraception. Donc, je ne suis pas tout seul dans ma tour d'ivoire au 14 avenue du Ken en train de me dire qu'est-ce qu'on va faire sur la contraception. Donc, du coup, c'est tout à fait partagé. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est sûr, si le politique pousse, c'est pas pour trouver des solutions plus rapidement, c'est pour faire aboutir plus vite des choses sur lesquelles il a un réel impact, où nous, on n'est que l'administration. Je le dis souvent, je suis au service de la population qui vit en France, mais j'obéis au gouvernement. Donc, au bout d'un moment,
la limite tangible, elle se retrouve là. Donc, mais je ne peux que vous rejoindre sur les constatations que vous faites. Et c'est juste pour un point sur la biologie, par exemple, prendre la parole. La biologie, elle sera faite avec le premier contact avec un médecin dans les 5 jours. Si on prescrit, si on donne le TPE le lundi et qu'on fait la biologie le vendredi, ça pose aucun problème. Ouais, Guy Molinier pour Octobre Sud-Ouest. Ben là, dans la discussion, on discute de l'accès au TPE, de mettre en place des stratégies complémentaires de ce qui se fait actuellement. Voilà. Là, vous nous expliquez que là, il y a le politique qui peut agir dessus, mais que ça risque de prendre du temps et autres. Mais il y a quelque chose en ce moment qui se passe, on a parlé des urgences, mais l'état de délabrement dans lequel se trouvent actuellement nos urgences, c'est là qu'il y a la véritable problématique pour l'accès au TPE, par exemple. Et je ne parle pas de l'hôpital public. C'est-à-dire que tout ça, là bientôt on va discuter du PLFSS à l'Assemblée nationale, du financement de l'ONDAM et autres qui vont financer la sécurité sociale, qui vont financer l'assurance maladie, qui vont financer l'hôpital public. Les moyens qui sont donnés ne sont pas suffisants. On va encore faire des économies sur la santé avec des politiques. Là, je ne vous même pas passer ce qu'on va mettre en place, le 4e jour de carence, augmentation des franchises médicales et autres. C'est-à-dire que, là, comme disait Fabrice, le gouvernement ne s'occupe plus du village, mais c'est de la santé en elle-même qui ne s'occupe plus. Notre système de santé est dans un état de délabrement. Les politiques ont la vraie possibilité de le remettre sur pied un peu, mais il faut donner les moyens financiers et les politiques qui vont avec aussi. À un moment donné, c'est là le vrai problème aussi. Et en même temps aussi, ce qui se discute en ce moment pour l'accès au TPE communautaire, ça, il faut le soutenir. Ça va être un accès complémentaire de ce qui se fait actuellement. Mais l'actuel qui existe maintenant, il est dans un tel état de délabrement que c'est compliqué pour y avoir accès au TPE. Et c'est pas que le TPE aussi. En tout cas, si on conclut là, cette table ronde, enfin, on voit bien la tension qui existe entre... le fait que parfois il ne suffit pas d'avoir, on peut avoir toutes les données de la Terre, voire tous les outils de la Terre, et on a quelque mal à penser que du coup seule la volonté politique ferait que voilà, qu'on aurait accès ou pas, voilà, qu'on pourrait mettre fin à l'épidémie indépendamment de toutes les données, de tous les outils dont on dispose concrètement. Jusqu'à quel point on a besoin de données si c'est pour qu'elles ne servent pas à l'action publique? Voilà, c'est aussi un peu le thème de cette dernière session. Et merci en tout cas à tous les intervenants là de cette table ronde. Merci à Adrien quand même de t'être prêté à ce jeu que tu imaginais bien être aussi celui de la confrontation.